Bonjour. Bonjour. On vous invite le temps d'un café à découvrir notre 3e saison. Depuis le 19 mai, on est très content de vous accueillir ici, au Théâtre du Point du Jour, et sur tout le territoire du 5e arrondissement de Lyon. Et puis ça a été un plaisir de vous retrouver aussi à partir de la mi-juin pour notre festival de résistance théâtrale, Les Entêtés. L'expérience que nous venons de partager ces derniers mois avec des milliards d'êtres humains nous a tous bouleversés. La pandémie nous aura permis cela, une conscience plus aiguë de la fragilité de nos démocraties, de notre lien intrinsèque avec le reste du vivant, de la nécessité de développer nos solidarités. Cette situation nous invite à re-questionner notre place d'artiste au cœur de notre société, notre place de citoyen dans un monde où nos libertés fondamentales sont mises à mal. À l'image de notre photographie de saison, réalisée par Romain Etienne du collectif Item, nous espérons qu'une fois la montagne gravie, nous goûterons ensemble à la liberté retrouvée, avec un regard renouvelé sur la Terre et sur celles et ceux qui la peuplent. Cette saison aura lieu au théâtre et aussi sur le 5e arrondissement avec les Nomades, qui prendront lieu aussi bien dans des gymnases, des centres sociaux, des écoles, des lycées, des universités. Et ces créations seront portées par des artistes plus déterminés que jamais, qui interrogeront nos choix d'aujourd'hui pour le monde de demain. Artistes, chercheurs, habitants, avocats, activistes, climatologues, ils luttent contre le réchauffement climatique. Un parcours constitué de 3 spectacles. À l'origine de la faute, il y a la tempête Xynthia, la tempête la plus meurtrière survenue ces 10 dernières années sur la côte atlantique française. Alors pour nous, c'est devenu le point de départ d'une enquête sur les bouleversements climatiques. Qui questionne à la fois ceux qui les provoquent et ceux qui les subissent. On a fait une résidence en Vendée, et là on a vraiment rencontré la partie humaine de cette histoire, c'est-à-dire les survivants ou les sinistrés. Et là vraiment il y avait de quoi construire une histoire. 2 histoires se déroulent en parallèle, celle résiliente d'une association qui réunit des victimes, des sinistrés, des lanceurs d'alerte, et puis celle de la partie adverse et des médias qui vont osciller entre compassion et dénigrement. Au plateau, on sera 5 comédiens pour une 30aine de rôles dans un dispositif scénique à l'image d'un lieu frappé par une tempête. Un lieu qui sera en perpétuelle transformation. La pièce s'appellera La Faute. Toute la question que vivent ces personnages pendant ces années de lutte juridique et intérieure, c'est à qui la faute ? On est sur Terre depuis pas très longtemps finalement, par rapport à d'autres espèces, et on se comporte comme des propriétaires. Et finalement, si on n'est que de passage, on en est peut-être juste des locataires, et à un moment donné, va falloir payer le loyer. C'est un projet d'introspection, puisqu'on va se poser des questions, puisqu'on est ceux qui produisons cette énergie, cette consommation d'énergie qui fait que la température monte. On travaille donc avec le collectif Citizen Kane. C'est un collectif très singulier parce qu'ils racontent leurs histoires à la fois à travers des matériaux théâtraux, un travail que j'aime aussi beaucoup mener d'interaction et de participation du public, et aussi un travail musical. C'est avec la journaliste Julia Lauter, journaliste indépendante allemande, spécialiste des questions environnementales et des mouvements sociaux, que nous mènerons ce grand reporter #4. Alors, Mort d'une montagne, c'est une pièce qui se passe dans un massif imaginaire appelé le massif des Hautes-Aigues, massif dans lequel existe un sommet mythique et emblématique pour les alpinistes, la Grande Reine. Et ce sommet, lors de l'été où se passe la pièce, un été particulièrement caniculaire, ce sommet est en train de s'effondrer. Tous les acteurs de la vallée sont sur le qui-vive et s'interrogent sur la poursuite possible des activités touristiques pour la suite de l'été. Et on va suivre notamment 3 personnages principaux qui sont une fratrie composée de Pierre, qui est guide de montagne, Fanny, sa sœur, qui est gardienne de refuge, et leur frère Benjamin, qui est chargé de mission au parc.
Alors que commence la pièce, arrive un quatrième personnage, Françoise, une alpiniste parisienne qui, elle, est décidée à réaliser l'ascension de la Grande Reine, et quoi qu'il en coûte. C'est une pièce qui s'écrit en binôme avec François Yin, et on espère une soirée palpitante au travers des yeux de ces 4 personnages. En cette période électorale, nous vous proposons un parcours de 3 spectacles où les artistes mènent leurs investigations dans les arcanes du pouvoir. Apportez la caisse à noble et le crochet à noble et le couteau à noble. C'est moi qui vais faire les lois. On va voir ça. Je vais d'abord réformer la justice, après quoi nous procéderons aux finances. Nous nous opposons à tout changement. Merde! Quand on a repris le spectacle en début 2017 à l'investiture de Donald Trump, Libération avait écrit « Ubu, Trump, président ». Et ce qui était incroyable, c'est qu'ils ont repris des répliques de Ubu et de Trump. Et en fait, quand la réalité dépasse la fiction, c'était très troublant. Des répliques presque à la lettre près, quoi. Qui es-tu, gouffre? Comte de Vitebsk. De combien sont tes revenus? 3 millions de Riksdal. Condamné! J'ai pensé à l'aérobic GRS parce que j'avais lu W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec sur le pouvoir et le sport. Moi qui ai fait du sport de haut niveau au rugby, je sentais qu'il fallait, fallait être fier de son drapeau, de l'équipe de France. C'est un spectacle qui frotte avec notre monde actuel et un futur proche. C'est l'histoire de 5 journalistes qui vont enquêter sur un groupuscule haineux, mais plus encore sur l'implication des institutions dans la banalisation des discriminations. Sous forme de polar et d'enquête d'investigation, Anti joue avec les codes du cinéma, du documentaire et une théâtralité ludique et décalée. 5 comédiens et comédiennes jouent tous les rôles et fabriquent l'espace pour nous raconter et nous rejouer les 8 mois qui ont fait basculer la démocratie et leur vie. La campagne présidentielle est peut-être un moment opportun pour poser un regard critique sur notre système démocratique. Donc on va parler, comme on fait du théâtre naturellement, du langage, parce que la langue politique a ses spécificités et il me semble que c'est possible de s'en jouer. Quand on voit qu'aujourd'hui un plan de licenciement massif s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi ou des choses comme ça. Allons enfants de la patrie. Il y a beaucoup de gens qui contestent le fait qu'on soit dans une démocratie réelle, donc essayer de regarder en quoi notre système a des composantes démocratiques, en quoi il aurait des composantes peut-être aristocratiques ou des choses comme ça. Les gens arrivent à s'engueuler très fort alors qu'ils sont globalement d'accord. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a un niveau d'incompréhension comme ça extrêmement conflictuel, et tout ce qui crée du conflit peut créer du théâtre, et je pense qu'il y a possibilité de s'amuser de tout ça. Une saison où nos artistes associés, Étienne Godillère et le collectif Marthe, lancent des alertes. Avec Conversation privée, je vous propose de vous plonger dans l'intimité de 2 hommes, celle d'Adrian Lamo, un hacker célèbre, qui va discuter pendant 10 jours sur MSN avec Chelsea Manning, la source de Wikileaks, et qui vont avoir tous les deux une conversation troublante sur leur vie intime, leur sexualité, leur questionnement politique. Une conversation qui va déboucher par une trahison, celle d'Adrian Lamo, qui va décider de balancer Chelsea Manning aux autorités américaines. Donc une conversation intime, mais qui va avoir des conséquences mondiales. Si vous voulez savoir la vérité, personne ne vous la dira. Les gens vous diront une version des faits. Vous voulez savoir la vérité? Alors il vous faudra la chercher vous-même. Tous les gens qui travaillent pour Wikileaks vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Nous devons continuer notre travail. Wikileaks, c'est une plateforme internet pour lanceurs d'alerte. 2010, c'est l'année où se passe la pièce. C'est l'année où Wikileaks va devenir mondialement connu grâce à des révélations sur des crimes de guerre ou de la diplomatie américaine. Mais c'est aussi l'année où les choses vont imploser entre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, et son bras droit, Daniel Domscheit-Berg. C'est donc une histoire politique, mais aussi humaine. Et on va aller du discours d'Hillary Clinton sur la liberté d'Internet en janvier 2010 jusqu'au printemps arabe en janvier 2011.
Elle Blue Dot, en 2 mots, c'est comment des engagements individuels vont faire trembler jusqu'aux plus grandes sphères de l'État. L'enjeu de ce grand reporter, ça sera d'une part de détisser justement tous les fils, qu'ils soient médiatiques, sociologiques, culturels ou artistiques qu'il y a dans ces affaires qui reviennent régulièrement, et de voir aussi quelle a été la construction dans l'histoire de cette notion, pour aussi analyser toutes les questions qui en découlent. Comme quelle est la place de la justice, jusqu'à quel point on peut aimer un artiste monstrueux, et puis par exemple qu'est-ce qu'on fait concrètement des écrits de Céline, des poèmes de Verlaine, de l'architecture de Le Corbusier ou des chansons de Bertrand Cantat. Je travaillerai avec la journaliste Julia Foyce et je terminerai avec 2 citations qui montrent la contradiction de cette question. La première, c'est de Gustave Flaubert qui dit « Madame Bovary, c'est moi ». Et la deuxième, c'est de Marcel Proust qui dit « L'homme qui écrit des vers et celui qui cause n'est pas le même ». Pour Tiens ta garde, on a basé notre travail sur un ouvrage qui s'appelle « Se défendre, une philosophie de la violence » et qui a été écrit par la philosophe Elsa Dorlin. À qui a-t-on donné le droit de se défendre et contre qui? À qui avons-nous retiré ce droit? Et quelles sont les personnes qui subissent systématiquement la violence? Et elle constate alors que ce droit à la légitime défense n'a été octroyé qu'à des groupes en situation de privilège. Ce qu'Elsa Dorlin nous transmet, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'apprendre à se battre, mais plutôt de désapprendre à ne pas se battre. Et il nous a paru logique de parler depuis notre prisme, donc de parler d'autodéfense féministe. Donc on a situé le début de notre fiction dans une vieille salle d'armes, où 4 femmes vont expérimenter des techniques d'autodéfense et de régler des comptes avec les fantômes qui les entravent. Ce qui caractérise notre collectif, c'est la tentative de nous réapproprier notre histoire par le plateau, d'essayer de déconstruire ce qui nous conditionne. Et en même temps, on essaye de ne pas prendre cette tentative trop au sérieux en incarnant tous ces personnages historiques de manière assez délirante, avec presque un sens de la farce. Rembobiné, ce sera un hommage au cinéma documentaire de Carole Roussopoulos. Carole Roussopoulos, c'est environ 150 documentaires entre les années 70 et son décès en 2009. À chaque fois, elle se déplace, elle choisit là où elle doit poser sa caméra, parce que c'est les premières années du cinéma léger, transportable. Ensuite, elle interroge, c'est très rare qu'on finisse par entendre sa voix, au final, dans le film, et puis elle rentre chez elle et elle monte ses rushs. Rembobiné, c'est remonter le fil du temps. C'est revenir sur des traces de pellicules méconnues. C'est aussi réarranger ou raccommoder une histoire. Rembobiner, ce sera un travail sur les points de jonction entre notre travail théâtral au collectif Marthe et le cinéma de Carole Roussopoulos. Ne venez pas voir Rembobiner si vous voulez voir des films de Carole Roussopoulos parce qu'il n'y en aura probablement pas. Par contre, si vous souhaitez faire une plongée dans toute une galerie de portraits issus de ces films et partager avec nous l'émulation que procure leur récit de vie, alors là vous pouvez venir. Ils sont artistes, ils sont témoins, ils jouent de leur vie dans la fiction. 3 propositions inédites. On débutera ce parcours avec l'un des artistes les plus étonnants de la scène européenne, Milo Rao. Avec Family, où une vraie famille reconstitue un drame familial inexpliqué, survenu il y a peu dans le nord de la France. Op 25 september 2007 pleegde de familie de meester zelfmoord. Niemand weet waarom. Het was een gelukkig gezin. Ze hadden geen financiële problemen, geen ziektes. Het leek een avond zoals elke avond, alleen was het een laatste. Ik vroeg mezelf af, wat zouden wij doen op onze laatste avond?
J'ai décidé de me présenter au concours de professeur des écoles, tout en continuant mon métier d'acteur. Et l'endroit pour le raconter, le plus évident pour moi, c'était vraiment le plateau de théâtre. C'était aussi parler d'un regard novice, candide, qui arrive dans ce monde incroyable de l'éducation et de l'enseignement. Ils sont 27 et ils tournent autour du plateau en petite foulée. La respiration est calme, cadencée. Je m'apprête à courir à leur côté quand j'aperçois une spectatrice debout dans la salle. Donc c'est raconter à la fois du quotidien d'une classe et en même temps des toutes petites victoires, des toutes petites pépites. Depuis qu'il est né, tu dis que t'es empêché ici et que t'arrives pas à te concentrer. Tu passais ton temps enfermé dans le bureau sans réussir à écrire. Tu disais que tout te détournait, la maison, les bruits, le quotidien, lui, moi. Quand Lorraine m'a proposé de jouer avec eux dans ce spectacle, j'ai dit oui. Et surtout, je leur ai raconté un souvenir très fort que j'avais d'une scène de théâtre que j'avais vue après mon accident. Je veux plus te sentir loin, fuyant, je veux plus que tu mettes des barrières entre nous. Alors ils ont décidé que ça serait ça leur projet. Rejouer le souvenir d'une scène de théâtre vue par un malvoyant, afin de comprendre ce que ça pourrait être une mémoire construite sans image. On a fêté son anniversaire le mois dernier, on t'a attendu. J'ai espéré que tu reviendrais ce jour-là. Il va être si content de te retrouver. Il a besoin de repères, cet enfant. Il a besoin d'un homme stable pour être son père. Je vais faire de lui un homme. Quoi? Là, ce bruit, t'as entendu? Un parcours de 3 spectacles où celles et ceux qui n'entendent pas ne sont pas forcément celles et ceux que l'on croit. À l'origine de TUP, il y a cette question. Comment une femme sans expérience professionnelle, sans formation, qui élève seule ses 2 enfants, peut-elle s'en sortir? Et pourquoi pas réussir? Ma grand-mère, c'était la coupeuse de feu du village. Elle soignait les brûlures, les inflammations. Avec l'équipe de création, dont Hervé d'Artiguelongue, le metteur en scène, on est allé à la rencontre de ces femmes qui investissent ce monde souterrain qu'est la vente à domicile, et notamment l'entreprise pionnière Tupperware. Et là, on a découvert un système complexe d'emboîtement, voire d'incorporation, où la frontière entre l'intime et le professionnel est sans arrêt floutée, où tout est dans tout, la famille dans le travail dans la cuisine, et la cuisine dans la boîte. C'était réunion top sur réunion top. Et pourtant, au lieu de jouer la providence... Au plateau, je suis avec Géraldine Berger. De notre duo, l'une en langue des signes, l'autre en mots, se déploie le parcours de 2 femmes, hissées puis broyées par les multinationales qui les engagent respectivement. Alors j'éteins, c'est une pièce qui a été écrite par Léa Carton-Gramont et qui est librement inspirée d'un mouvement politique d'électriciens qui, dans les années 2000, ont décidé de protester contre la privatisation de leur entreprise, EDF. Donc, dans notre histoire, on va vraiment suivre 3 électriciens et électriciennes qui, à la base, sont pas du tout militants et qui, après avoir coupé de nombreuses précaires qui n'ont pas payé leurs factures, vont tout à coup se révolter et décider d'agir collectivement sous le nom de Robin des Bois de l'énergie. Et à la manière donc de ce fameux Robin des Bois, il décide donc de couper l'électricité chez les responsables politiques qui étaient favorables à la privatisation et de remettre l'électricité chez les précaires qu'ils avaient coupés. Alors j'éteins sera présenté en version bilingue parlée français et signée, et ce sera l'occasion de découvrir l'acteur sourd Steve Recolon. Hélène Carr raconte l'histoire à la fois fascinante et singulière d'une petite fille américaine, Hélène Keller, qui, à la fin du 19e siècle, va avoir le malheur, suite à une maladie, de devenir subitement aveugle et sourde. Au plateau, un comédien, une comédienne et une danseuse contemporaine nous racontent les grandes étapes de son apprentissage par celle qui va devenir son éducatrice, Annie Sullivan. Donc chaque progrès
mais aussi la formidable histoire d'amitié qui va lier ces deux femmes et le tournant très optimiste que vont prendre à partir de leur rencontre leurs deux destinées. Le spectacle interroge les petits et les plus grands sur les a priori qu'on peut avoir sur le handicap, mais aussi sur la manière dont le langage, quel qu'il soit, transforme notre perception du monde. En complicité avec des structures lyonnaises, nous soutenons des artistes et des œuvres qui flirtent entre réalité et fiction, tragédie et poésie. La historia de Space Invaders es parte de un camino que llevo haciendo desde que partí escribiendo hasta ahora. Un camino que ha estado siempre enclavado en una investigación sobre la historia reciente de nuestro país, los tiempos de dictadura. Yo nací el año 71, soy parte de una generación que vivió su infancia, su adolescencia y parte de su primera juventud en dictadura. Uno cree que la historia es lineal, ¿no? Y que las cosas se van dejando atrás, pero cada vez nos damos más cuenta que es tremendamente cíclica y no sabemos cómo el tiempo se pisa la cola y estamos otra vez repitiendo aquello que pensamos que nunca iba a volver a pasar. Un opéra itinérant qui va circuler dans la métropole et dans les quartiers de la ville de Lyon, qui s'appelle Zilan ne chantera plus, de Diana So, d'après un livret de Jan Verburg. Dans un théâtre, on a des luxes d'être ensemble et c'est beaucoup plus libre. C'est comme on marchait dans la forêt, tous ensemble, et ça me plaît beaucoup. On trouve des plus belles fleurs. J'avais un désir de dire que cette histoire, l'histoire d'un chanteur pop homosexuel qu'on empêchera de chanter, qu'on tuera à cause de son homosexualité, peut arriver dans n'importe quel pays, à partir du moment où on bascule dans une autocratie, dans une dictature. On aimerait beaucoup s'adresser, et par l'itinérance et par le sens même et le but même de ce projet, à un public de 15-25 ans, et de pouvoir aussi aborder et d'offrir une expérience musicale et une expérience de spectacle en dehors des murs. Enfin, avec le théâtre de l'Élysée et les Subs, nous créons le temps d'un week-end, une immersion dans des créations inattendues. Nous poursuivons notre collaboration avec le collectif ITEM. Collectif de photojournalistes du monde entier que nous accueillons dans les murs du théâtre. Vous pouvez participer à la vie du théâtre et à sa pratique avec l'atelier Résonance. Il sera dirigé par Sacha Ribeiro, cofondateur de la compagnie Calque et acteur que vous pourrez découvrir cette saison dans Alors j'éteins. L'atelier sera constitué de moments de pratique théâtrale, de rencontres avec les artistes de la saison et de leurs spectacles. Je crois que la pause café est terminée, Eric. Ouais. Alors bienvenue. Bienvenue. On se quitte sur une phrase d'Edgar Morin. Oui, mais on se quitte momentanément. Ah oui.